Comme vous voyez, on a choisi de présenter des sujets très différents. Vous allez le voir au fur et à mesure, mais vous voyez qu'il y a déjà du monde en projet. Grosso modo, un projet par personne ici. Donc ça va être assez dense. L'idée, ça va être de noter vos questions au fur et à mesure et on en reparle à la fin. D'autant plus qu'on aura ensuite toute une demi-heure pour en discuter devant le stand Cressica si jamais la période n'est pas suffisante pour discuter vraiment sur le fond des projets. Juste pour entamer, vous indiquer que la recherche en Nouvelle-Calédonie, il y a 9 organismes de recherche présents sur le territoire qui sont impliqués de manière très diverse au sens où ils ont des sujets de recherche très différents les uns des autres. Et malgré tout, tous, ils participent à la recherche autour du changement climatique. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, mais c'est qu'ils ne travaillent pas là-dessus tout seuls, bien entendu. Les chercheurs, la plupart du temps, et les projets qui vont être présentés, la plupart sont montés avec les populations locales, avec les collectivités territoriales, avec des acteurs privés, que ce soit des entreprises ou des associations. Et donc, c'est cette dynamique-là qu'il faut maintenir et poursuivre à travers vous, quel que soit votre âge et vos activités. Les interactions avec les chercheurs sont des choses qui permettent à la fois d'identifier les problèmes, d'identifier les sujets, mais aussi de co-construire les projets de recherche et avancer ensemble. Après, bien entendu, les chercheurs gardent bien entendu leur liberté pour travailler sur ces différents sujets, mais la co-construction est quand même un élément assez fort sur la plupart des projets qui sont réalisés. Juste vous indiquer que le 6 mars dernier, à titre d'exemple, il y a eu un atelier exactement sur ce thème-là, à savoir changement climatique, son atténuation et les nécessaires adaptations, organisé par le Cressica. Et dans ce cadre-là, il y avait quand même 90 chercheurs, donc ça montre quand même la capacité à mobiliser des chercheurs de toutes disciplines autour de ce thème-là qui nous intéresse tous en Nouvelle-Calédonie ici. Et il y avait également un certain nombre de représentants des collectivités territoriales qu'on évoquait tout à l'heure. Pour pouvoir animer cet atelier-là, on avait fait un petit bilan des différents projets qui ont été faits ou qui sont en cours autour du changement climatique. Alors certains sont très centrés changement climatique eux-mêmes, mais comme il y a la question des adaptations, des fois des sujets assez différents contribuent à la réflexion sur le changement climatique et sur la manière dont en local, le territoire peut s'adapter à ces changements climatiques. Suite à ça, il y a eu un appel à projet, et donc vous allez voir 5 projets qui ont été lauréats et co-construits de la sorte. Mais avant ça, peut-être rappeler un petit peu ce qu'est la recherche, puisqu'on est à l'UNC, un petit point rapide sur ce qu'est la recherche à l'UNC et comment l'UNC se mobilise pour intervenir vis-à-vis de l'ensemble des partenaires et du territoire. Merci Florent, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc Ludovic Brault de la direction Sciences et Sociétés de l'Université. Et donc je vais vous faire un très court panorama de la recherche à l'UNC et de la stratégie de diffusion et de valorisation de ces résultats vers la société. Alors bon, vous le savez, l'UNC c'est un établissement d'enseignement supérieur, mais l'UNC c'est aussi une force de recherche majeure, la présidente de l'UNC en a parlé ce matin, une force de recherche majeure à l'échelle du territoire, puisqu'elle regroupe 130 chercheurs et étudiants-chercheurs dans l'ensemble de ces laboratoires. Alors les thématiques de recherche sont relativement diversifiées, j'ai mis les principaux ici, mais il y en a d'autres. Donc globalement, ça va des sciences exactes, les sciences de la vie, les sciences de la Terre, jusqu'aux sciences humaines, en passant par les sciences économiques, les sciences de gestion, toutes les branches du droit. Et donc voilà, on voit qu'il y a plein de domaines qui sont abordés. Alors l'université se veut aussi être une passerelle vers la société, et ce rôle a été renforcé il y a très peu de temps avec la création cette année, il y a quelques mois, d'une toute nouvelle direction, la direction Sciences et Sociétés, donc qui regroupe une équipe de 6 personnes et dont les actions s'articulent autour de 4 grands pôles que je vous laisse découvrir ici. Donc cet écosystème de recherche, là, en fait, ça contribue à une production importante de connaissances scientifiques au service du territoire et, on l'espère,
un partage des savoirs avec la société. Alors, bon, quels sont les outils pour comprendre le dérèglement climatique et puis donc pouvoir agir après en toute connaissance de cause? Alors ces outils, on en a parlé largement ce matin, c'est évidemment la recherche scientifique. Mais la recherche scientifique, en fait, elle répond à un certain nombre de codes. Là, je vous ai mis un petit article. L'aboutissement d'un travail de recherche, vous le savez, c'est la publication d'un article scientifique. Pour les raisons que j'ai rapidement évoquées ici, ces supports de communication, cet article scientifique, c'est en fait par des scientifiques pour des scientifiques, ce qui veut dire qu'en fait, c'est à peu près incompréhensible pour le grand public. D'accord ? Le fait que ça soit rédigé en anglais dans des revues internationales avec un jargon technique compliqué, ça devient incompréhensible pour le grand public. Alors du coup, qu'est-ce que nous, on fait à l'UNC pour essayer de partager tous ces savoirs avec le plus grand nombre? Eh bien d'abord, on a distingué deux grands types de publics. Donc d'un côté, il y a les décideurs. Donc ce que j'entends par décideurs, ce sont les élus et les cadres des administrations publiques, les cadres des entreprises. Puis de l'autre, il y a le grand public, les citoyens ordinaires, j'allais dire. Et donc, qui dit plusieurs publics, dit plusieurs supports de communication, plusieurs supports de médiation scientifique. Alors pour les décideurs, on travaille actuellement à l'élaboration de deux types de supports, les fiches de synthèse et les résumés infographiques. Alors les fiches de synthèse, comme leur nom l'indique, ce sont des fiches de quelques pages qui sont bien entendu rédigées en français et qui synthétisent les éléments essentiels et utiles pour le territoire de plusieurs publics autour d'un même sujet. Donc on enlève le jargon technique, on illustre ça de façon beaucoup plus compréhensible et on fait une déclinaison encore plus simple de ces fiches de synthèse, et c'est ça que j'ai appelé les résumés infographiques, où là vraiment on a enlevé une partie du texte, on ne garde quasiment que les éléments essentiels, on va droit au but et il faut que ça soit facile à comprendre. Alors comment on va diffuser ces fiches? Alors là je vous en ai mis un petit exemplaire qui porte sur un autre sujet. Donc là pour l'instant on est en phase d'élaboration de toutes ces fiches, et ultérieurement, l'année prochaine, on travaille à la création d'un portail de médiation scientifique qui va être mis en ligne sur le site web de l'UNC et qui va permettre de faire accéder ce travail à tout le monde. En fait. Donc ça sera gratuit et ouvert à tous. Pour le grand public en revanche, et je terminerai par là, on travaille sur d'autres types de supports, donc plutôt des vidéos courtes de 1 ou 2 minutes, de 3 minutes, sur des infographies très très simples et sur l'édition de petites brochures ou de livrets qui seront diffusées, donc soit directement éditées par notre direction, soit diffusées via les réseaux sociaux. Voilà, je vous remercie, j'espère ne pas avoir trop dépassé. Merci Ludovic. Mais effectivement, la question du dépassement, comme il y a beaucoup de projets, je vais immédiatement donner la parole à Fabienne pour qu'elle nous présente ce projet. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter un projet qui s'intitule « Vulnérabilité socio-économique des sociétés insulaires face aux canicules marines en Nouvelle-Calédonie ». C'est un bel exemple de projet de collaboration au sein du CRESICA, puisque vous le voyez, au-delà de l'UNC, sont également impliqués l'ISC, le CNRS et l'IRD. Alors en fait, il s'agit d'un projet qui est rattaché au projet Maewa, qui a été présenté brièvement ce matin. Pour ceux qui n'étaient pas là, il s'agit d'un important projet de recherche coporté par Sophie Cravatte, Catherine Sabino et Guillaume Mita, chercheurs à l'IRD et à l'IFREMER, qui est financé par l'ANR dans le cadre du programme France 2030 et du programme prioritaire de recherche Océan et Climat. Ce projet vise la compréhension et la prévision des impacts des canicules marines sur les systèmes socio-écologiques des territoires français d'outre-mer dans le Pacifique Sud. En travaillant conjointement avec les gestionnaires territoriaux en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française, ce projet vise à co-construire des outils d'aide à la décision utiles et fiables, ainsi que des stratégies d'atténuation durable. Plus spécifiquement, dans le cadre de ce projet, un premier lot de travail étudiera les caractéristiques des canicules marines passées et futures autour des territoires, les processus physiques qui les génèrent et leurs limites de prévisibilité. Dans le deuxième lot de travail, on va évaluer la sensibilité et l'adaptabilité des récifs coralliens, et la vulnérabilité surtout des espèces exploitées en mariculture, à la fois par des expériences en laboratoire et in situ. Dans le lot numéro 3,
Maéwa évaluera la sensibilité et la résilience socio-économique des territoires aux canicules marines. Ce sont ces travaux que je vais plus particulièrement vous présenter aujourd'hui. L'objectif, comme cela a été déjà souligné, c'est vraiment de produire des solutions, des outils d'aide à la décision en mettant en œuvre une co-construction de ces politiques, mais également de tester des solutions innovantes basées sur la nature contre la dégradation des habitats et pour la sécurité alimentaire. Donc le consortium Cresica nous a accordé un financement qui va venir en renfort afin d'élargir notamment les travaux de terrain dans le lot de travail numéro 3. Dans ce lot, vous le voyez, hein, l'équipe est composée d'une grande diversité de chercheurs en sciences sociales et économiques, anthropologues, ethno-écologues, économistes et géographes. L'équipe est renforcée par le recrutement de stagiaires pour les travaux de terrain, à la fois en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à Lifou. Et grâce au financement du Cresica, un deuxième stagiaire pourra être recruté pour faire également du terrain sur la Grande Terre, sans doute dans la région de Yangen-Poindimier. Quels sont les objectifs qui sont poursuivis dans ce lot de travail? Nous aurons pour objectif de répondre à 3 questions essentielles. Comment les populations, en particulier les pêcheurs, interagissent-elles aujourd'hui avec l'environnement marin et côtier? Comment les cultures locales du risque ont-elles été construites au fil du temps par les habitants des îles pour y faire face à ces événements extrêmes, et en particulier donc aux canicules marines? Enfin, 3e objectif, comment co-construire des voies vers la résilience en intégrant les connaissances locales et externes et en les combinant avec des connaissances scientifiques. La première tâche va donc consister à évaluer la dépendance des habitants des îles aux ressources et environnements lagonaires, puis de documenter la diversité des utilisations locales des ressources marines et surtout les connaissances écologiques associées, en particulier en ce qui concerne leur distribution spatiale et leur biologie. Voilà, par exemple, hein, le programme de travail que nous avons sur les 2 premières années du projet pour effectuer ces travaux. On est au stade, justement, d'élaboration des questionnaires pour mener des enquêtes, des entretiens, collecte de la littérature, de déterminer également le fondement théorique hein, de l'approche que l'on va adopter, dans l'espoir donc de pouvoir produire des solutions efficaces d'adaptation. Merci de votre attention. Merci beaucoup Séverine pour la présentation du projet. On a bien vu l'aspect collectif et adapté, et on va continuer à le voir avec Marc si tu veux. Bien. Tu veux faire ça ici? Merci Florent. Oh là là. Donc, bonjour à tous. 5 minutes, c'est très court, donc il va falloir que vous restiez concentrés. On vous a présenté ce matin des actions scientifiques et décisionnelles gouvernementales au travers de rendez-vous des Nations Unies, par exemple, des actions décisionnelles menées par l'Australie, des exemples de projets, et ça continue encore. Mais il y a dans tout ce qu'on vous a présenté un dénominateur commun qui est en fait la donnée. La donnée scientifique, en particulier, si elle n'existe pas, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, je vais vous présenter un projet DataNC qui est autour de la gestion de la donnée scientifique. Et ce projet a pour vocation de mettre à disposition de la communauté néo-calédonienne, au sens large, c'est-à-dire qu'on met cette donnée scientifique au service des scientifiques, mais pas que, aussi de la communauté décisionnelle, des outils de partage de la donnée scientifique existante à l'échelle du territoire.
Ah, j'ai un petit problème de... Hop. Alors, je vais passer très rapidement dessus. En fait, on est 3 coordinateurs du projet. Moi, de l'IRD, Morgan Angès, un confrère de l'IRD, et Jean Massenet de Dataterra. Alors, Dataterra, je vais juste faire un petit encart parce que les gens connaissent, pas forcément. C'est une infrastructure de recherche nationale qui regroupe tous les centres de recherche autour de la donnée géospatiale. Donc, ils ont une expertise certaine dans la gestion de la donnée géospatiale, avec des plateformes, des serveurs, etc. Donc, il y a tout un aspect expertise et technique qui nous ont particulièrement intéressés pour ce projet-là. Vous avez en dessous les différents logos des partenaires que l'on a, qui rentrent dans le cadre de ce projet. Vous pouvez remarquer qu'en fait, il y a pas mal de monde et d'institutions. Alors, ça ne va pas être restreint à tout ça, bien évidemment, mais on peut voir déjà le côté diversification des données. Alors, je vais passer rapidement là-dessus. Le positionnement et la problématique scientifique du projet, en fait, la capacité à produire, à centraliser et à exploiter des données environnementales, climatiques et sociétales devient un impératif pour guider l'action publique, nourrir la recherche interdisciplinaire et accompagner l'adaptation du territoire. Or, en fait, ces données existent, elles sont nombreuses, mais elles restent dispersées, hétérogènes, difficilement accessibles. D'accord ? Donc ça, c'est un constat que l'on a fait. Et il y a en fait certaines plateformes et qui permettent d'accéder à de l'information, comme par exemple Pacific Data Hub ou des projets du SPREP par exemple, ou GeoRep, mais ça reste soit des plateformes qui sont centralisées sur des données très spéciales, ou alors comme Pacific Data Hub, qui sont à l'échelle du Pacifique, et qui ne sont pas forcément centrées sur la Calédonie, ou à travers d'indicateurs agrégés et projets ponctuels. Donc là, il s'agit de faire un outil, une plateforme plus précisément, pour mettre à disposition, pour améliorer la mise à disposition, l'interopérabilité et la réutilisation des données scientifiques multisectorielles. Voilà. Donc il y a des opportunités, on va essayer de les saisir. On a parlé ce matin de la COP 31. Alors j'ai appris depuis mercredi dernier qu'il n'y avait pas que l'Australie qui se présentait comme candidat pour cette COP 31, mais ce serait dommage qu'elle parte en Turquie, cette COP 31. Donc l'idée, c'est de la faire à Adélaïde l'année prochaine en novembre. Et donc tout le monde essaie d'appuyer ça. Il y a une autre opportunité, ce sont les stratégies calédoniennes du changement climatique sur les données. Donc on l'a vu avec Cathy Jean-Monnier ce matin. Il y a même une commission qui a été créée dans ce cadre-là sur la donnée climatique, qui a été créée pour la production, le partage, la sensibilisation et la formation autour de la donnée. Et il y a enfin aussi des opportunités d'investissement d'infrastructures, donc outre l'État français ici, mais l'infrastructure comme le Dataterra qui veut investir tout ce qui est territoire ultramarin français ici. Et donc, oula, je suis presque très en retard. Pour cela, en fait, on va créer ce que l'on appelle un métacatalogue FAIR. Sur la méthodologie FAIR, en fait, vous avez ici en bas à droite ce que ça veut dire, c'est de la donnée qui soit trouvable, accessible, interopérable et réutilisable. Donc faciliter l'accès, réutilisation et interopérabilité des données, on a dit, et aussi structurer une gouvernance institutionnelle autour de la donnée, ce qui est très important parce qu'on ne va pas le faire tout seul. Ce sont des échanges qu'il va falloir faire avec les différents instituts pour aller chercher de la donnée, et ça va être assez important. Donc tout ça, ça préfigure de ce qu'on appelle un centre de données et de services, un CDS calédonien, dans lequel en fait Dataterra a un positionnement particulier puisqu'il a déjà monté plusieurs CDS en son sein. Donc les résultats attendus, j'arrive. Accès et facilité aux données, soutien aux politiques publiques, visibilité nationale via des structures comme Dataterra ou via des appels à projets du ministère de la Recherche, mais aussi intégration de ce projet-là au niveau régional via Pacific Data Hub ou Digital Earth Pacific. Je passe sur certaines choses. Là, je vais juste vous donner un petit calendrier, c'est ma dernière slide.
La première partie de ce projet-là, qui est en 4 parties jusqu'en 2027, cette première partie a pu voir le jour grâce au Cressica, qui a financé en fait cette action qui consiste dans un inventaire des données et donc l'état de l'art des infrastructures. L'année prochaine, on a répondu déjà cette année à un AMI sur le ministère de la Recherche pour s'organiser autour d'une gouvernance et de la conception d'un métacatalogue. Et les deux actions suivantes sont à cheval entre 2026 et 2027 pour le développement de l'implantation de la plateforme et l'application de cette plateforme. Alors on va essayer de choisir des projets qui soient pérennes dans le temps ou qui soient à long terme, comme les observatoires, ou alors comme des projets d'envergure, comme le CLIPSA, le MAEVA, etc. Voilà. Et j'en ai fini. Merci, désolé pour la question, là, effectivement, le planning. Mais ce qui est assez intéressant, c'est, je vous ai évoqué tout à l'heure le fait qu'on avait identifié près de 180 projets, donc plein de résultats un peu partout, et s'organiser pour pouvoir les mettre à la disposition non seulement de la population, mais des collectivités territoriales et du territoire dans son ensemble, est un projet de recherche en tant que tel. Mais on a vu tout à l'heure des projets de recherche sur les sciences sociales, sur la manière dont on réagit vis-à-vis du changement climatique, en l'occurrence des canicules marines. On va voir également comment est-ce que le biologique réagit face au changement climatique. Et là, merci Delphine. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Delphine Dissart, je suis chercheuse à l'IRD. Exactement, je suis paléoclimatologue et géochimiste et je travaille uniquement avec les archives marines. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui s'appelle VAG, qui a donc été financé par le Cressica et qui porte sur les nouveaux usages et adaptations du microbiome marin face aux changements climatiques et environnementaux observés en zone pacifique tropicale et donc notamment en Nouvelle-Calédonie. Donc ce projet se divise en 3 thématiques scientifiques principales. La première, ça va être les reconstructions paléo-environnementales et paléo-climatiques. L'idée, en fait, c'est d'utiliser des archives marines, donc que ce soit des carottes sédimentaires ou des carottes de corail, pour essayer de faire des reconstructions paléoclimatiques. Donc ce qu'on fait, c'est quand on a une carotte sédimentaire, on la découpe en tranches par tranche d'âge. On va sortir des organismes du sein de cette carotte sédimentaire et leurs signatures géochimiques vont nous permettre de reconstruire les environnements dans lesquels ils ont vécu, c'est-à-dire la température de l'eau, mais également la température, la salinité, le pH, ou les concentrations en métaux dans lesquels ils ont baigné. Donc ça, c'est la première chose. Et en parallèle, à partir de ces mêmes archives donc sédimentaires, on va faire de l'analyse de la biodiversité microbienne. C'est-à-dire qu'on part des mêmes échantillons. Une partie de ces échantillons donc, vont partir pour l'analyse que j'ai décrite d'abord, et l'autre partie va partir pour tout ce qui va être la détermination de la biodiversité microbienne au cours du temps. L'idée, ça va vraiment être de faire une corrélation entre une intégration en fait, des données du microbiome, leur évolution au cours du temps, et notamment leur réponse aux impacts environnementaux et climatiques passés qu'on a reconstruits en amont. Donc ça, c'est l'objectif scientifique principal du projet, avec derrière le développement d'un modèle pour simuler notamment les scénarios futurs et éclairer les processus de décision. L'idée, c'est de faire un outil qui sera utile et pouvoir alerter. Attention, on a déjà vu dans le passé, on s'est rendu compte quand on avait une forte, je dis un exemple, une forte perturbation de température, on sait que ça va avoir un impact sur les organismes microbiens et derrière, ça peut avoir un impact sur la résilience d'un écosystème particulier. Donc ça, c'est l'objectif principal. Le contexte, c'est réellement les récifs coralliens du Pacifique. Pourquoi ? Parce qu'ils sont particulièrement vulnérables au changement climatique, on le sait, que ce soit sur des échelles de temps très ponctuelles, telles que des cyclones, que ce soit de façon, plus longue, donc comme le réchauffement climatique de façon générale, l'acidification des océans, ou alors les deux, c'est-à-dire les métaux, ça peut être ponctuel si vous avez un énorme événement de pluie, mais ça peut être aussi de la diffusion sur plusieurs décennies. Donc ça, c'est la première idée. Et aussi pourquoi ? Parce qu'à ce stade, le rôle clé du microbiome est encore très très méconnu, notamment par rapport à la capacité de résilience qu'ils vont fournir aux écosystèmes marins.
pour plein de raisons, mais aussi tout simplement pour des problèmes de limitation analytique. Jusqu'à présent, aller faire du séquençage, c'était assez, ça coûtait très très cher, on sélectionnait des échantillons très particuliers. Aujourd'hui, il y a une démocratisation de ces moyens qui vont faire que ça devient une possibilité pour le faire à grande échelle. Donc voilà, un potentiel technique qui permet d'ouvrir une nouvelle porte scientifique. Donc c'est une approche particulièrement interdisciplinaire. Forcément, il y a de la microbiologie, de la génomique, de la biogéochimie, de la paléoclimatologie. Et à la fin, l'idée, c'est de construire un modèle qui va pouvoir alerter, ou en tout cas nous donner des informations clés. Il y aura effectivement de l'ADN environnemental, etc. Et la méthodologie, en fait, pour ce projet, on a décidé de choisir des sites, et notamment les sites du projet diversité, c'est-à-dire la zone d'Ouvéa, la zone de VKP et des mangroves fortement anthropisées, telles que la mangrove de Sainte-Marie, par exemple. Pourquoi? Parce que pour pouvoir, nous, alimenter notre modèle, on a intérêt à aller travailler sur des sites sur lesquels on a déjà beaucoup de données. Donc ça ne veut pas dire qu'on est limité à ces sites-là, ça veut dire que pour commencer, c'est un projet pionnier, et merci au Cressica de financer ce genre de projet parce qu'il faut qu'on commence quelque part. Et donc c'est un projet pionnier, on va aller s'appuyer sur les données qu'on possède potentiellement déjà sur ces sites et construire là-dessus. Donc, et voilà, avec la modélisation des réponses microbiennes aux perturbations climatiques. Donc ça, c'est le produit fini. Donc ce projet, c'est un projet au service des territoires, clairement. Si on parle d'impact pour la Nouvelle-Calédonie et la zone Pacifique, l'idée, c'est de développer un indicateur de suivi environnemental, je ne vois plus là. Évidemment, de produire un outil d'aide, mais j'ai quasiment fini. Un produit d'aide à la décision. La valorisation locale. Alors, la valorisation locale, en fait, l'idée, nous, c'est de construire un outil, de le mettre en marche, mais finalement, en fait, de faire de la passation, une fois qu'il sera mis en place, évidemment, de faire de la formation locale, avec une montée en compétences avec des jeunes Calédoniens, et pouvoir, en fait, évidemment, laisser ça à des personnes qui seront qualifiées pour pouvoir s'en servir. Le rayonnement régional, donc ça, c'est déjà en cours, avec un autre projet qui a été financé pour faire à peu près la même chose, mais cette fois à Palau, donc qui a été financé par le Fonds Pacifique. Et encore un troisième projet pour lequel on cherche des financements, avec cette fois des collaborations avec l'Australie et Fidji. Donc évidemment, l'idée, c'est de renforcer la coopération scientifique régionale, mais c'est aussi de créer une espèce de Pacific Node, Pacific Hub, je ne sais pas comment vous l'appelez en français, mais en fait une connexion de ces données par rapport au Pacifique. Et, voilà, et d'augmenter en fait nos connaissances sur ces environnements qui sont tellement particuliers. Donc c'est un projet à fort impact scientifique et sociétal qui est très ancré localement et tourné vers l'avenir du Pacifique face aux défis climatiques. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci Delphine. Ce qui est intéressant là, c'est de voir qu'on observe des choses, enfin des micro-organismes, des choses minuscules, qu'on regarde l'impact du changement climatique sur ces choses minuscules, parce que derrière ça, ces choses minuscules, ça va avoir un impact sur notre vie, sur ce qu'on mange, sur tout un tas d'éléments, et on va voir ensuite même sur éventuellement des récifs coralliens, des choses comme ça. Donc, toute cette partie microbienne, là on l'a vu en mer, il y a également toute une partie en terre, on va dire ça comme ça, et du coup, Audrey, si tu veux. Alors bonjour à tous, merci de votre présence aujourd'hui. Donc j'essaierai d'être succincte et de rentrer dans les 5 minutes. Donc pour vous présenter notre projet, donc projet carbone, qui vise à l'évaluation des stocks de carbone dans les sols métallifères de Nouvelle-Calédonie sous des usages de terre contrastés. Donc comme pour d'autres projets Cressica, vous pouvez voir l'interdisciplinarité et la multitude des organismes de recherche qui sont impliqués, à savoir l'IAC, le CIRAD, l'IRD ou encore l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Alors, lorsque l'on pense changement climatique, on pense régulièrement à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et plus particulièrement du dioxyde de carbone. Oui, mais voilà, le sol est un réservoir de carbone qui contient plus de 3 fois plus que le réservoir atmosphérique et plus de 4 fois plus que le réservoir de la biosphère. Le sol est donc un réservoir considérable de carbone. Il est même le réservoir de carbone organique le plus important de toute la planète. Imaginez, vous vous baladez en forêt et vous êtes totalement subjugué par cette végétation luxuriante. Oui, mais voilà,
cette végétation luxuriante ne représente en moyenne qu'un quart des stocks de carbone dans les écosystèmes terrestres. Ceci signifie que 75% du stock de carbone est en réalité sous vos pieds, dans nos sols. Alors pourquoi s'intéresser à ce carbone? Eh bien parce que le carbone organique, c'est le constituant majoritaire de la matière organique des sols. Or, cette matière organique, elle est à l'origine de ce que l'on nomme la fertilité des sols, elle est impliquée dans la qualité de l'atmosphère, dans le bilan énergétique du sol, elle est également actrice des grands cycles biogéochimiques, le carbone, mais également l'azote ou encore le phosphore, et elle a un rôle majeur dans la qualité et la quantité des cultures que nous produisons. Le rôle de cette matière organique et plus généralement le rôle des sols ont notamment été mis sur le devant de la scène lors de la COP21 à Paris, au cours de laquelle l'initiative 4 pour 1000 a été actée. Alors cette initiative postule qu'en augmentant de 4 pour 1000 par an le stock de carbone organique, ou 0,4% par an le stock de carbone organique dans les sols, nous pouvons compenser les émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Stocker du carbone dans les sols, c'est donc bon aussi bien pour la sécurité alimentaire que pour le climat. Les activités humaines sont des activités qui, en effet, impactent particulièrement les sols. À titre d'exemple, la conversion de sols forestiers en sols cultivés a mené dans certaines régions tropicales à une perte de 75% des stocks de carbone initiaux. Or, il faut savoir que la majorité de la population humaine dépend encore et toujours de la capacité des sols à produire notre nourriture. Aujourd'hui, nous perdons annuellement 12 millions d'hectares de terres arables par an. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 23 hectares par minute. Or, la formation des sols par pédogénèse est un processus particulièrement lent qui ne dépasse guère 10 mm par siècle. Aujourd'hui, le taux de perte de sol par érosion est considéré comme étant supérieur au taux de formation des sols par pédogénèse. Alors, en Nouvelle-Calédonie, que connaissons-nous des stocks de carbone dans les écosystèmes terrestres? Eh bien, finalement, excepté pour les écosystèmes de mangroves, nous ne connaissons pas grand-chose, alors même qu'à l'aide d'études ponctuelles, nous avons pu montrer la capacité parfois considérable de certains de nos sols vis-à-vis de la séquestration du carbone. Alors, pour combler certaines de ces lacunes, eh bien, le CRESICA a financé justement le projet Carbone, qui vise à quantifier les stocks de carbone dans les sols métallifères. Pourquoi les sols métallifères? Eh bien parce que les surfaces qu'ils occupent sur le territoire sont considérables et les enjeux associés également. Agriculture, mines, restauration des terres ou encore conservation des écosystèmes terrestres. Alors, outre la quantification des stocks de carbone, nous allons également s'intéresser à la qualification, à la caractérisation de cette matière organique. Pourquoi? Eh bien parce que la séquestration du carbone ou la vulnérabilité des écosystèmes terrestres vis-à-vis des perturbations dépendent en partie de la forme de la matière organique sous laquelle elle est stockée. Enfin, nous nous intéresserons à identifier les déterminants du stockage, notamment minéralogiques, en s'intéressant à la forme des oxydes hydroxydes métalliques, ou encore biologiques, en s'intéressant là aux communautés microbiennes des sols par ADN. Alors, quel intérêt pour notre île? Eh bien, les intérêts du projet Carbone sont nombreux, mais tout d'abord d'acquérir des données afin de définir des états de référence de nos sols, mais on peut également citer développer des indicateurs précoces de l'évolution des écosystèmes, ou encore des données qui seront utiles pour les politiques de gestion des écosystèmes terrestres, en incluant une nouvelle composante, à savoir la qualité et la quantité du carbone. Enfin, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur est de soutenir la production agricole locale en identifiant des pratiques qui permettraient non seulement de préserver, mais également d'augmenter les stocks de carbone organique dans les sols. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Audrey. Donc là, on voit comment la recherche s'organise pour accompagner à la fois les agriculteurs dans leurs champs, mais aussi des décideurs publics sur la gestion des espaces vivants. En termes d'espaces vivants, il y a un autre espace vivant qui c'est celui des récifs coralliens. Et donc là, on va... voilà, à toi la parole.
Bonjour à tous. Donc Vita Récif, qui est un assemblage de différentes figures locales et de différents horizons, donc l'IRD, CNRS, etc., et même de la société civile comme Cortex et de l'UNC. Et cette petite équipe donc est assemblée pour essayer de comprendre ou de voir quelles sont les associations, y a-t-il des associations particulières, des assemblages particuliers entre différentes espèces qui permettent d'avoir une certaine vitalité, et notamment au niveau des récifs coralliens. Alors, ceci vient de deux choses, c'est comment répondre aux conditions environnementales. La première, c'est une valeur intrinsèque individuelle. Nous avons tous des capacités, avec une certaine gamme de variations, à pouvoir répondre aux variations de conditions environnementales. Celles que l'on fait continuellement, on va au soleil, on va plus au soleil, etc. C'est ce qu'on appelle l'acclimatation. Et donc notre patrimoine est prêt, génétique est déjà fait, pour pouvoir répondre à ceci. Ça sous-entend que tout le monde n'a pas exactement la même gamme. Nous sommes tous différents. Et là arrive un phénomène d'adaptation, où, et on l'a pu le voir notamment lors de la circulation du coronavirus, certains n'ont même pas toussé, d'autres un peu plus, etc., etc., et certains sont même morts. Là, c'est un phénomène à long terme qui est progressivement une sélection de certaines capacités, c'est ce qu'on appelle l'adaptation, qui est un déplacement donc de cette capacité. Ça, c'est le premier élément. Des travaux précédents ont été faits sur des capacités ainsi individuelles des coraux autour de la Nouvelle-Calédonie. Le résultat est le suivant, c'est que l'Ouest calédonien, c'est lui qui présente donc les coraux les plus performants, du moins qui présente le plus d'aptitude à répondre notamment aux variations et aux augmentations de la température. Par contre, grand déficit au niveau de la côte Est jusqu'au Nord, y compris Lifou et Marais. Donc ça, c'est le premier élément de comment répondre aux conditions et aux variations environnementales. La deuxième couche, c'est ce genre de choses-là, c'est-à-dire qui est mon voisin, avec qui je suis, et suivant quel est le voisin, on peut avoir une petite idée de votre vitalité ou de votre force. Ici, ces images ont notamment l'occasion d'apporter, d'apaiser, de réduire la tension artérielle, etc. Ça a des effets. Ce que l'on sait, notamment, le simple fait de regarder un chien entraîne chez l'humain la production d'une sécrétion d'une hormone, l'ocytocine, qui intervient dans le comportement. Il y a également, lors de la pandémie, et notamment lorsque les phases de confinement ont eu des répercussions sur les phases de sommeil, principalement sur les jeunes enfants, perturbations non observées pour ceux qui avaient un chien. Et ça, c'est vrai pour tous les organismes, suivant les assemblages. Donc c'est déjà utilisé en agriculture, où on mélange un certain nombre de plantes, certaines vont venir aider ou protéger d'autres. Ici, c'est sur des plants, par exemple, d'épinards et de laitue, avec des plantes qui vont permettre de les maintenir ou d'attirer éventuellement des pestes. Mais également, ça existe sur le marin. Donc il y a des interactions, c'est pas des interactions trophiques, hein, c'est pas qui mange qui, c'est les interactions, ce qu'on appelle un peu l'écologie chimique, qui participent donc au bien-être, ou au contraire des autres êtres vivants. Ici, c'est des expériences que nous avons menées aussi à peu près il y a un peu moins de 10 ans. Voilà les résultats d'aquarium. Ici, à la température lagonaire, ici à 31 degrés, on y met un changement climatique. Et là, dans ces aquariums-là, il y avait une association de deux types de coraux, des P poecilocoridés, A acroporidés et un bénitier. Le résultat, au bout de 15 jours, cet assemblage-là, vous voyez que les aquariums étaient nickel. Donc un effet sur le développement algal sur les parois. Chose qu'on ne voit pas, donc ici il y avait personne, donc fort développement, chose qu'on ne voit pas dans les autres types d'associations. Donc ça c'est bien pour les parois d'aquarium. Par contre, le problème, c'est qu'à 31 degrés, ça entraîne une sensibilité accrue des bénitiers, et dans des associations avec un acroporidé et un bénitier, a entraîné la mortalité de ce bénitier. Donc les interactions et les assemblages agissent sur la vitalité et le comportement. Et bien c'est tout l'objet de Vita Récif, qui est donc, on va regarder le lien entre les assemblages d'espèces et cette robustesse. Est-ce que, donc, sont-ils plus ou moins, est-ce que ça entraîne plus ou moins de résistance? Deuxième chose, c'est de regarder également sur le recrutement. Pensons à l'avenir. Donc, effectivement, il y a des perturbations. Et est-ce que certaines associations favorisent la résilience et le recrutement d'un certain nombre de choses? 3 groupes d'organismes ont été étudiés. Donc, les coraux, les microbiomes, on en a parlé, les bactéries,
et puis les algues qui vivent en symbiose avec les coraux, les symbiodiniacées. Et ça, bien évidemment, sur différents sites qui présentent différentes caractéristiques environnementales, bien sûr à l'est, bien sûr à l'ouest, et pour voir un peu quels sont les assemblages, et suivant les suivis, quels sont les assemblages qui vont permettre ou non une meilleure résilience. Donc en final, valorisation, on va essayer de trouver des compositions d'assemblage qui permettent d'être les plus résilients face à l'environnement ou au recrutement, et ça, éventuellement, ça se permettra de déterminer des choix de zones protégées, éventuellement des choix des espèces à suivre, et suivant la perte des unes ou des autres, des signaux d'alerte en disant attention, celle-ci est perdue. Notamment, c'est ce qui est arrivé aux Antilles avec, avant le massacre, enfin, le blanchissement massif des coraux, ce sont les oursins qui ont commencé à être perdus. Donc ici, ça va permettre de faire des signaux d'alerte en disant celui-ci participe ou il aide l'autre, et là, attention, ça commence à aller mal. C'est une méthodologie qui va utiliser de l'ADN environnemental, donc on verra un peu ce qui se passe aussi, et ça va nous permettre de voir d'un point de vue technique l'importance de cette édition. Mais pardon. Merci pour votre attention. Merci Gaël. Là, ce qui est super intéressant, c'est de voir l'interaction entre les espèces et comment les espèces entre elles permettent de mieux s'adapter ou pas au changement climatique. Ça, on vient de le voir sur l'aspect marin, un peu comme tout à l'heure. Voyons ce que ça donne au niveau terrestre. Bonjour, je m'appelle Nicolas Gouvier, je suis enseignant-chercheur à l'Université de la Nouvelle-Calédonie en chimie des substances naturelles, et je vais vous présenter aujourd'hui le projet Acclimap, qui a pour objectif de comprendre quel est l'impact du changement climatique sur le métabolome des plantes aromatiques et médicinales. Le métabolome, c'est en fait l'ensemble des molécules qui jouent un rôle spécifique dans les plantes. Et donc ça, c'est de faire un bilan, hein, effectivement, sur l'impact du changement climatique, mais l'idée, c'est aussi de trouver des solutions, en tout cas d'essayer d'en trouver. Et ces solutions ici, elles vont passer par l'évaluation du rôle de champignons mycorhiziens dans la régulation justement de ces facteurs environnementaux. Alors c'est un projet qui est financé par l'Agence nationale de la recherche, pas financé par le CRECICA, mais qui est composé malgré tout de nombreux acteurs qui font partie du CRECICA. Donc il y a l'Université de la Nouvelle-Calédonie, l'Institut agronomique calédonien et l'Institut Pasteur de la Nouvelle-Calédonie. Et on a également l'Université de Strasbourg qui nous accompagne donc sur ce projet, et également une start-up qui est Aura Pacifica, qui est issue donc des travaux de recherche de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Alors, changement climatique et plantes médicinales. Effectivement, les activités humaines, elles ont un impact effectivement sur ces plantes. Ça peut être sur la perte des habitats, sur la surexploitation d'un certain nombre d'espèces, qui va donc limiter l'accès des différentes populations aux plantes médicinales. Mais on a aussi des impacts qui sont directement liés au changement climatique, et je vais essayer ici de vous en présenter quelques-uns. Les plantes médicinales, c'est une chose extrêmement importante lorsque on se place au niveau mondial, car effectivement, la majorité de la population mondiale utilise ces plantes pour se soigner, et dans certains pays, c'est effectivement, on va dire, le produit de santé qui est en première ligne pour soigner un certain nombre de pathologies. Et puis même dans les pays un peu plus développés, on a aussi un engouement qui est de plus en plus important autour de l'usage des plantes. Le changement climatique et les plantes médicinales, effectivement, il peut avoir des effets très spécifiques. Par la réduction des ressources, on a des plantes qui poussent moins bien, une biomasse qui est plus faible. Et puis même dans les cas les plus extrêmes, on peut avoir tout simplement une extinction des espèces dans certains écosystèmes. Il y a aussi la question de l'inaccessibilité. Effectivement, le changement climatique, notamment pour les populations qui vivent en bord de mer, pour certaines d'entre elles, vont être dans l'obligation de migrer, parce que, effectivement, le niveau de la mer va amener une submersion d'un certain nombre de sols qui vont devenir salins, qui vont être impraticables à la production agricole derrière. Et donc ces personnes vont se déplacer sur des zones où on ne retrouvera pas forcément les mêmes plantes. Et puis, et c'est ce qui nous intéresse, c'est le centre du projet Acclimap, c'est que ces modifications environnementales peuvent également modifier la composition phytochimique, c'est-à-dire la composition moléculaire des plantes, et par conséquent derrière leur activité pharmacologique. Par exemple, on peut avoir
eh bien, une plante qui va perdre son principe actif, et donc on va avoir une plante qui n'aura plus d'activité. Et donc derrière, peut-être un risque pour les populations qui en font usage, eh bien, de s'en délaisser et voir une perte des savoirs qui sont liés à ces usages. Et puis inversement, on peut avoir au contraire un impact qui va augmenter la quantité par exemple d'une molécule. Et là, on va avoir un risque pour la santé, un risque notamment de surdosage. Donc on a effectivement des impacts qui peuvent se traduire de différentes manières. Alors la solution sur laquelle on essaye de travailler aussi, hein, en plus de faire de voir quel est l'impact, c'est une solution qui est basée donc, sur les champignons mycorhiziens arbusculaires qui vont servir de biostimulants. Il faut savoir que ces champignons, ils font l'objet d'une symbiose sur plus de 80% des plantes, et effectivement, elles vont permettre ces symbioses à un certain nombre de régulations de stress en facilitant l'absorption de nutriments, de l'eau chez les plantes. Et donc, elles vont permettre à ces plantes d'être plus résistantes et de s'adapter à des modifications environnementales. Et donc là, on est effectivement dans de l'innovation au sein donc, du partenaire Aura Pacifica qui a développé un certain nombre effectivement, de produits standardisés et qu'on étudie dans le cadre donc, de ce projet. Donc pour résumer, le projet Epimap, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a des plantes qu'on fait pousser dans différentes conditions environnementales, avec des concentrations de CO2 différentes, des taux d'humidité différents, des températures différentes, avec la présence ou l'absence de ces champignons mycorhiziens. Et puis derrière, on va étudier un certain nombre de paramètres de croissance des plantes. Je ne vais pas tout vous détailler, on va mesurer le taux de chlorophylle, la biomasse produite, etc., les taux de transpiration, et également la composition moléculaire, et par conséquent derrière les activités biologiques qui leur sont liées. Alors, quels sont les objectifs du projet? Eh bien, les objectifs à long terme, c'est un soutien au secteur agricole, notamment les producteurs de ces plantes, parce que beaucoup de plantes sont certes des plantes médicinales, mais sont aussi des plantes alimentaires. Donc on va les retrouver dans différents secteurs d'activité. Donc de développer effectivement des solutions, faciliter une production durable et avoir une approche un peu plus respectueuse de l'environnement. L'idée, c'est aussi de savoir comment vont répondre ces différentes plantes en fonction des espèces, de leurs différents modes de fonctionnement, et de créer derrière des modèles de prédiction des compositions moléculaires et derrière des activités pharmacologiques. Et puis l'idée aussi, c'est de diffuser ces résultats au sein des producteurs, des communautés et également des autorités locales. Alors, ce projet il a commencé il y a 2 ans et demi, donc je vais vous présenter peut-être quelques résultats. Des gens sur les matériels et méthodes, c'est-à-dire en fait, comme on veut étudier l'impact de facteurs environnementaux, il faut qu'on parte de plantes qui ont le même patrimoine génétique. Donc pour ça, il a fallu faire développement biotechnologique, notamment par des cultures in vitro de ces différentes plantes. Donc vous voyez ici différentes cultures in vitro, donc de citronnelle, d'alpinia, curcuma, ce sont des plantes qu'on utilise dans notre projet. Vous voyez, il y a beaucoup de plantes qui sont à la fois aussi des plantes alimentaires. Et puis derrière, une fois qu'on a développé suffisamment de plants, eh bien on les fait pousser dans ces champs climatiques où on peut maîtriser un certain nombre de paramètres, la température, l'humidité du sol, de l'air, la lumière, le taux de CO2, et aussi le traitement ou pas avec les champignons mycorhiziens. Et puis derrière, on fait évaluer un certain nombre de facteurs et on regarde bien comment elles poussent, comment on suit leur croissance, et ensuite on va étudier leur composition moléculaire. Donc quelques résultats préliminaires. Ici, vous avez par exemple l'évolution, donc là on est dans le cas de la coriandre, l'évolution de la biomasse dans différentes conditions. Donc notamment ici la biomasse de la partie aérienne. Donc on a différentes conditions, concentration de CO2, température, d'humidité du sol. Et alors, les choses auxquelles on s'attendait, hein, on voit effectivement qu'on a une diminution de la biomasse lorsqu'on a une humidité du sol qui est plus faible. Et puis aussi, on voit qu'on a une augmentation de la biomasse lorsqu'on met ces plantes en présence de champignons mycorhiziens arbuscules. Donc effectivement, on a ici un impact qui est plutôt favorable à la croissance de la plante. Concernant l'étude de la composition moléculaire, on a une approche métabolomique. Donc l'approche métabolomique, c'est de ne pas cibler une ou deux molécules, mais bien l'ensemble des molécules. Donc pour cela, on fait appel à un certain nombre de techniques, notamment, mais ce n'est pas la seule, la spectrométrie de masse, qui nous permet d'identifier un certain nombre de composés moléculaires. Donc là, c'est le résultat en fait, du métabolome d'une des plantes qu'on a étudiées, c'est le Coleus amboinicus, qu'on connaît peut-être plus sous le nom de thym martiniquais. Et là, on a identifié plus de 4000 molécules au sein de cette structure, et à partir donc, de ces structures moléculaires, on peut les associer à des familles moléculaires. Donc on voit ici la répartition
On voit eh bien ces 4000 molécules, on retrouve les grandes familles qui sont les acides gras, les alcaloïdes, les terpénoïdes, etc., etc. Et il est temps de conclure avec la dernière diapositive. Et justement, on connaît donc la composition moléculaire de l'ensemble des plantes et on voit que dans les différentes conditions, effectivement, eh bien, c'est ce qu'on a observé, on a des compositions moléculaires qui sont différentes. Par exemple, on a un impact de l'humidité sur le sol. Des sols plus ou moins humides, on va avoir derrière des plantes qui ne vont pas avoir la même composition. Même chose en présence de champignons mycorhiziens arbuscules, c'est pareil, on n'aura pas la même composition. Donc effectivement, les différents facteurs que l'on met en place, et c'est ce qu'on a prouvé jusqu'à présent, eh bien, modifie bien, eh bien les compositions moléculaires des plantes, et on va continuer ces travaux dans les 2 ans et demi jusqu'à la fin du projet. Merci de votre attention. Excuse-moi pour la pression, mais si vous avez des questions, les expériences sont visibles sur le stand de l'UNC et du Cressica, juste là-haut. Donc dès que la session est finie, je vous invite à aller rencontrer Nicolas ainsi que Flora et enfin, les différentes personnes qui mènent ces recherches pour discuter avec eux. Et il y a les expériences sur la table, donc profitez-en. Et je passe tout de suite ma parole. Bonjour à tous. Je m'appelle Federica, je suis postdoctorante à l'IRD. Merci de m'avoir donné l'opportunité de présenter le projet Track Changes, que c'est un projet qui a comme objectif d'étudier la transformation des écosystèmes marins côtiers face aux changements globaux. Donc, comme vous savez, les écosystèmes comme les herbiers, les récifs coralliens et les mangroves sont très importants. Ils sont importants parce qu'ils sont riches en biodiversité, ils soutiennent l'économie, ils ont aussi une valeur culturelle et protègent aussi nos littoraux. Par contre, ces écosystèmes ils sont de plus en plus menacés par les effets anthropiques et les changements climatiques. Donc, ça devient très important d'étudier leur dynamique dans le temps et d'aider justement les plans de gestion des écosystèmes en Nouvelle-Calédonie. Donc, le projet Track Changes est un projet qui se base sur 3 volets principaux. Donc, le premier, c'est une approche scientifique collaborative. On collecte les données disponibles en Nouvelle-Calédonie grâce à différents acteurs, donc l'Institut de recherche, les collectivités publiques. On a aussi l'association, donc toute la science participative. On a les agences environnementales et les organismes privés, pour avoir donc une base de données en lien de territoire sur la mégafaune, sur les poissons, sur les coraux et sur les macroinvertébrés. J'aurais bien aimé déjà avoir le data-NC pour collecter les données. Et en tout cas, l'objectif c'est ensuite d'avoir des trajectoires à long terme de ces communautés et d'individuer quelles sont les pressions, donc les niveaux de stress en lien de ces communautés, surtout en lien avec tous les stress anthropiques et du changement climatique. Donc ça permettrait d'avoir une interaction entre les climats, la société et la biodiversité. Ces résultats ils vont nous permettre justement d'identifier les écosystèmes en déclin et en résilience pour mieux aider et développer la gestion durable des écosystèmes en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une approche collaborative. Depuis le début des projets, on a à peu près 70 partenaires. On a collecté plus de 50 000 données sur la mégafaune et sur les coraux et plus de 200 000 données sur les macroinvertébrés et sur les poissons. Et on sait qu'il y a encore beaucoup de données à collecter, donc on espère pouvoir les avoir bientôt. En tout cas, les données collectées juste maintenant, ils nous ont permis de commencer les analyses donc, des trajectoires. Et je vous invite donc le 13 novembre ici à l'université pour la table ronde Track Changes où on va présenter tous les acteurs partenariats du projet ainsi que les premiers résultats justement sous les trajectoires des communautés. Et si vous êtes intéressé, ici il y a le QR code pour aller voir notre site internet. Donc merci beaucoup. Merci Frédérica. Donc, là, ce qui est intéressant sur ces quelques projets de recherche, c'est qu'on a vu l'impact du changement climatique sur le vivant, sur les différentes formes du vivant, du tout petit à des choses beaucoup plus importantes comme des écosystèmes ou des choses plus complexes. Mais on a vu aussi tout au début, le premier projet, souvenez-vous,
c'était sur l'impact du changement climatique sur les êtres humains. Les êtres humains en tant que tels et leurs pratiques, mais derrière ça, ça a des impacts sur notre économie. Et du coup, je propose à Jean-François de... Voilà. Bonjour à tous, merci Florent de me donner l'opportunité de présenter ce projet. Donc ce projet s'intitule Changement climatique et croissance économique dans les pays insulaires du Pacifique. Alors c'est vrai que c'est peut-être le seul projet qui n'est pas en association avec d'autres chercheurs ici, ou éventuellement le CRISICA. C'est parce que je viens d'arriver à l'UNC très récemment, et du coup, voilà, c'est un projet qu'on avait déjà entrepris avec des collègues préalablement à mon arrivée ici à l'UNC. Et l'idée globale, c'est de voir si le changement climatique, en fait, modifie à la fois le comportement des pays, le comportement des entreprises, et si ça a un impact, en fait, sur la croissance des pays. Donc en termes de changement climatique, il ne s'agit pas de regarder en fait les événements qui sont dramatiques, enfin qui sont vraiment très forts, mais il s'agit de regarder quelles sont les conséquences du réchauffement climatique, c'est-à-dire l'accroissement, l'élévation constante des températures dans le long terme, et aussi l'accroissement des précipitations, l'augmentation constante des précipitations sur l'économie des pays dans le monde, mais là on est en regard finalement sur le Pacifique et sur les pays insulaires du Pacifique. Donc ce projet est organisé en 2 temps. Il s'agit d'étudier dans un premier temps l'impact sur la croissance économique des pays insulaires en ayant une vision macroéconomique. Et puis dans un second temps, d'analyser ce qui se passe au niveau microéconomique, particulièrement sur la performance des entreprises. Alors, juste une illustration ici. Vous voyez que en fait, ce que l'on peut observer d'après cette étude en fait, qui a été effectuée par Cho et al. En 2020, on peut anticiper que les peuples auront tendance à migrer vers le nord de manière à continuer à vivre dans des régions avec des températures et des précipitations qui seront supportables. D'ailleurs, il y a des climatologues, si vous voulez, qui ont essayé de voir comment les êtres humains se concentrent sur la Terre. Ici, vous avez un graphique en fait où en ordonnée, vous avez la température et en abscisse les précipitations. Et vous voyez, et ça représente la densité des populations, où les gens se concentrent. Et vous voyez que y a deux phénomènes qui peuvent être observés. La densité de population est très forte dans une zone de température qui évolue entre 10 et 25 degrés. Par contre, sur les précipitations, on a une bande qui est plus large en abscisse. Et le deuxième élément qui est important, c'est qu'ils ont fait la même étude, mais 6 000 ans en arrière. Regardez où les peuples se concentrent finalement en fonction de l'espace climatique, c'est-à-dire température, précipitation. Et vous voyez que les deux graphes, en fait, finalement, les deux graphiques sont à peu près les mêmes, malgré le progrès technologique qu'on a pu effectuer jusqu'à maintenant, malgré les climatiseurs, etc. Donc on a les mêmes, c'est-à-dire que les préférences pour les conditions climatiques sont constantes dans le temps, malgré le progrès technologique. Donc on peut parler quelque part de ce qu'on appelle de niches climatiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'une niche climatique? C'est un espace climatique finalement en température, précipitation, qui serait souhaitable, dans lequel les êtres humains finalement pourraient vivre et supporter les températures et les précipitations moyennes en fait. Voilà. Donc à partir de l'évolution des températures et des précipitations annuelles sur un siècle, nous on a extrait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a extrait ce qu'on appelle un indice d'habitabilité. C'est essayer de voir finalement quelles sont les zones où les gens peuvent vivre, les zones qui sont habitables finalement dans le monde. Donc ici vous voyez, par exemple dans les zones rouges ou noires, c'est très habitable, donc on est 100% habitable. Par contre, lorsque vous vous éloignez à la fois en température et en précipitation, eh bien on rentre dans le bleu, et le bleu, ben, finalement ça reste inhabitable. Donc les questions sont les suivantes. Si finalement, compte tenu du réchauffement climatique et de l'accroissement des précipitations, c'est comment cette habitabilité, comment cet indice finalement va évoluer dans le long terme. Et on a regardé ça sur un siècle. Donc je vais vous donner quelques éléments là-dessus. On a déjà des résultats intéressants. Et le deuxième point qui est important, c'est quel est l'impact de l'habitabilité finalement à la fois sur la croissance économique des pays et aussi sur la performance des entreprises. Alors quelques résultats rapides. À gauche ici, on a regardé finalement sur l'ensemble de 185 pays pour voir comment cet indice d'habitabilité, donc je vous rappelle l'indice d'habitabilité, c'est une habitabilité implicite qui a été extraite finalement à partir de la température et de l'humidité, de l'accroissement des précipitations.
Et vous voyez que l'indice d'habitabilité, finalement, diminue, et ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui est intéressant, c'est que depuis 1975, on a une accélération du phénomène, c'est-à-dire qu'on a vraiment une chute de l'habitabilité dans le monde. À droite, vous avez ce qui se passe finalement dans les pays insulaires du Pacifique. Et vous voyez que la tendance finalement est moins forte. Alors, le premier point, c'est que l'indice d'habitabilité est plus élevé. On est finalement dans des régions qui sont beaucoup plus habitables que dans d'autres pays du monde. Et puis le deuxième point qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a un trend baissier à partir de 1975, mais que la chute d'habitabilité est moins marquée finalement dans les pays insulaires du Pacifique par rapport au reste du monde. Alors bien sûr, c'est des graphes qui sont en moyenne, donc il y a certainement des pays dans le monde qui passent. Les résultats préliminaires, particulièrement sur l'impact sur la croissance économique, c'est qu'il y a un effet, si vous voulez, la baisse de l'habitabilité provoque une baisse de la croissance économique en général des pays. Ça, c'est le premier point qui est important. Et à ce sujet, on a quand même deux scénarios qui semblent se dessiner, en ayant un focus finalement sur les pays insulaires du Pacifique. On constate que des pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande finalement semblent souffrir davantage en fait du déclin de cette habitabilité. Alors vous savez que l'Australie, par exemple, est un pays, un gros exportateur de charbon. Finalement, ça accélère ce phénomène. Et par contre, si vous prenez des modèles comme les îles Fidji, les îles Fidji qui semblent être plus vulnérables finalement au climat, c'est-à-dire à l'inhabitabilité, eh bien semblent être finalement plus résilients et parviennent à limiter les effets négatifs de cette inhabitabilité sur la croissance économique. Voilà, merci de votre attention. Donc l'étape suivante, en fait, c'est d'élargir finalement cette étude à d'autres pays insulaires, et puis aussi de regarder ce qui se passe sur la performance des entreprises, particulièrement certains secteurs qui sont importants pour les pays insulaires du Pacifique. Merci Florent, et merci à tous. Merci, juste pour compléter. Là, ce qui a été présenté, c'est une vision globale et pays par pays. La vision Nouvelle-Calédonie n'a pas encore été présentée parce qu'elle est en cours de travail. Et donc, si vous avez des données ou des éléments chiffrés pour nourrir ce travail, voilà, n'hésitez pas. Là aussi, ce n'est pas que le chercheur tout seul dans son coin qui travaille, c'est en collaboration avec le territoire.